Bonjour et bienvenue à ce premier webinaire de la série Midi Snack. Mon nom est Andréane Rouleau, je suis chargée de projet pour l'accès au marché au regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec, le RTCBQ. Le RTCBQ est une organisation provinciale qui unit les forces de ses 17 membres à travers la province pour le développement du secteur bioalimentaire québécois. Cette nouvelle série de webinaires qui aura lieu une fois par mois, là, les midis, la première semaine du mois, vise à outiller les acteurs, les différents acteurs du monde entrepreneurial bioalimentaire dans leur démarche vers le marché institutionnel. Et donc, quelques informations techniques avant de débuter. Là, donc, ce webinaire est enregistré pour permettre au plus de personnes possible d'en bénéficier. Et si vous avez des questions tout au long de la présentation, vous pouvez les mettre dans la section Q et R. On va prendre le soin d'y répondre à la fin, là, dans la période de questions. Et tout au long, là, ça serait très apprécié si vous pouviez garder vos micros fermés. Comme ça va permettre à nos présentateurs, présentatrices là, de pouvoir présenter calmement. Donc, pour ce premier webinaire, on va s'attarder à la stratégie nationale d'achat d'aliments québécois, la SNAC, qui est portée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. C'est en collaboration avec la direction des participants, des présentateurs et des présentatrices là, du MAPAC et des 6 partenaires mandataires de la SNAC qu'on va démystifier aujourd'hui. C'est quoi la SNAC et quel est son impact sur les entreprises d'ici? Donc, sans plus tarder, je laisse Ruby Iodi, qui est conseillère en commercialisation pour la direction d'accès au marché du MAPAC, nous parler là, de son rôle dans la SNAC. Merci Andréane. Bonjour à tous. Donc, mon nom est Ruby Iodi, comme Andréane le mentionnait. Puis moi, je vais vous parler de c'est quoi la SNAC, mettre la table un tout petit peu aussi pour les autres présentateurs, nos autres partenaires autour de la table. Donc, la SNAC, c'est une stratégie qui découle de plusieurs années, en fait, au ministère d'actions structurantes pour positionner les aliments québécois dans nos marchés institutionnels. Donc, depuis 2013, en fait, on a commencé ces actions-là. Il y a eu plus de 50 projets qui ont eu lieu avec les différentes actions au fur et à mesure des années. Et ça a culminé en 2020 avec la stratégie nationale d'achat d'aliments québécois. Andréane, si tu pouvais juste passer à la prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, comme je disais, ça a culminé en 2020 avec la stratégie d'achat d'aliments québécois. Si vous vous demandez c'est quoi la SNAC, en fait, c'est une stratégie qui a comme vision que d'ici 2025, que toutes les institutions publiques du Québec priorisent les aliments québécois dans leurs approvisionnements. On pourrait juste aller à la prochaine diapo. Donc, en fait, ça se reprend aussi dans la planification stratégique du ministère avec des cibles d'engagement des institutions qui sont quand même ambitieuses. Donc, là, qu'on voit pour 2023-2024, on voudrait que 85% des institutions visées se soient dotées de cibles, puis on va jusqu'à un 100% au fur et à mesure des années. Puis pour vous dire aussi, ça, c'est aussi en cohérence avec d'autres stratégies gouvernementales. Je ne m'attendrai pas trop sur la prochaine diapositive. Si vous voulez la lire pour en savoir plus sur la stratégie gouvernementale des marchés publics, je vous laisse l'information vu que le webinaire est enregistré puis que vous aurez accès à ces diapos-là. Ou si vous cherchez une lecture de chevet aussi. Sinon, je vais passer à la prochaine pour vous parler en fait plus des institutions qui sont visées par la SNAC. Donc, ça a été un choix de viser des institutions des réseaux de la santé, des services sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur. En fait, parce qu'au niveau de l'institutionnel public, c'est vraiment ces réseaux-là qui ont le plus d'achats d'aliments en leur sein. Donc, c'est les 3 réseaux. Actuellement, ça fait environ 1568 institutions qui ont une offre alimentaire, donc qui sont visées, qu'on souhaite qu'elles se dotent de cibles. Donc, la façon que les institutions se dotent de cibles, il y a 2 options. La première, c'est selon le nombre de plats qui sont composés d'aliments québécois. Donc, il faudrait que ce soit 50% et plus d'aliments québécois selon les volumes ou le poids. Puis la deuxième option, c'est d'avoir une proportion, de se doter d'une cible concernant la proportion d'aliments québécois dans les achats, dans les approvisionnements. Puis la façon que les institutions sont captées à travers
dans nos statistiques, c'est à travers des mécanismes comme si elles sont accompagnées par l'ITHQ, si elles ont la reconnaissance aliments du Québec au menu, si elles ont eu un projet financé par M361. Donc, ça, c'est tous des partenaires dans la présentation aujourd'hui autour de la table. Puis aussi, les projets qui ont été financés par notre programme de développement des marchés bioalimentaires. Les institutions peuvent aussi faire une déclaration volontaire. Puis le dernier cheminement, c'est le club des petits déjeuners, donc qui a un très grand approvisionnement de produits québécois, à environ 70 si ma mémoire est bonne. Donc, les institutions, les établissements scolaires qui ont des clubs des petits déjeuners sont considérés comme ayant étant engagés dans l'achat d'aliments québécois. Donc, on va passer à la prochaine. Actuellement, où est-ce qu'on en est par rapport à la cible? Nous sommes à 85 c'est ce qu'on se donnait comme cible pour mars 2023, une cible qui a été atteinte. Puis à la prochaine, je vous donne un peu une vision de où est-ce qu'on en est dans les différentes régions. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même un très bel engagement. Même les régions qui sont un peu plus faibles au niveau des pourcentages, c'est quand même une certaine majorité des établissements qui sont engagés, mais très certainement, pour arriver au 100 dans quelques années, il faudrait qu'il y ait des efforts supplémentaires qui soient faits, en fait, dans quasiment toutes les régions. Puis on y compte, on compte y arriver, on compte mettre les efforts nécessaires avec l'écosystème qu'on a créé avec les partenaires autour de la table. Donc, la SNAC, la stratégie d'achat d'aliments québécois, pour arriver à ce 100 là, on s'est doté d'orientations. Il y en a 4. C'est un peu comme un continuum de la demande à l'offre ou de l'offre à la demande. Premièrement, c'est d'avoir une concertation, un engagement des institutions publiques. Ça, c'est plus au niveau gouvernemental que c'est fait. Il y a des comités qui sont créés, des comités interministériels pour qu'il y ait vraiment un élan vers cet achat d'aliments québécois-là. Euh, Ruby, on t'entend plus. Hein? Ouais, c'est ça, le micro, c'est ça, le micro il a été Parfait. bloqué. Je ne sais pas à partir de quand vous ne m'avez pas entendu, mais j'étais au deuxième point, donc soutien et accompagnement des institutions publiques. Ça, c'est un travail qui est beaucoup fait par l'ITHQ. Il pourrait vous en parler justement pour que les institutions adoptent des pratiques d'approvisionnement local et éco-responsable, mais aussi pour pouvoir promouvoir leurs efforts, montrer les succès qu'on a. Le troisième point, la troisième orientation, c'est de rapprocher l'offre et la demande. Si on ne se parle pas, on aura du mal à avoir de bons maillages. Donc, par là, il y a des maillages qui sont faits. On renforce les liens d'affaires entre les entreprises québécoises et les institutions publiques aussi pour s'assurer qu'on satisfait à la demande et à l'offre, aux besoins de tout un chacun. Puis le dernier point qui est très important, puis je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises autour dans le webinaire aujourd'hui, c'est d'adopter l'offre à la demande, aux besoins du marché institutionnel. Puis ça, il y a des partenaires aussi qui pourront en parler, entre autres. Donc, comme je mentionnais, il y a beaucoup d'actions structurantes qui ont été mises en place par le MAPA, qui est un comité de coordination interministérielle. On a un répertoire d'aliments québécois qui continue de grandir pour justement répertorier tous ces aliments-là qui peuvent subvenir en fait, aux besoins des institutions. Il y a des programmes en commercialisation, donc on a un programme proximité qui devrait ouvrir bientôt. Puis ensuite, il y a le programme soutien pour les soutiens individuels d'accès au marché d'aliments du Québec, qui est aussi ouvert actuellement, donc des entreprises qui peuvent appliquer pour leur démarche en commercialisation, incluant de la commercialisation auprès des institutions. Puis finalement, on a le forum sur l'achat local des institutions publiques. On va être à la 3e édition cette année. Donc, je vous dis en primeur qu'on aura un forum cette année. Donc, juste restez à l'affût d'informations. Nous aurons un forum au mois de novembre. Et puis là, si vous vous demandez pourquoi le marché institutionnel, je pense que c'est le plus important, particulièrement pour les entreprises. C'est un marché qui est intéressant. On est actuellement dans un contexte favorable. On a la stratégie gouvernementale des marchés publics.
Donc, on a aussi la stratégie nationale d'achat d'aliments québécois. Donc, il y a une mouvance, en fait, vers cet achat local-là. Il y a un intérêt des institutions vers l'achat local. Puis surtout, c'est un marché qui a une taille intéressante. On parle de 3,4 milliards environ d'achats d'aliments dans ce marché institutionnel-là, incluant l'institutionnel privé aussi. Euh, puis, donc, ça, c'est quelque chose que chacun peut trouver un peu sa place dans ce marché-là. Mais bien évidemment, il y a des défis. Donc, il y a la question d'adaptation de produits. Je l'ai déjà mentionné plusieurs fois. Ça peut être la composition parce que des fois, c'est assez spécifique ce que les clientèles ont besoin. Quand on parle, par exemple, du milieu hospitalier, il peut y avoir une question de format, de capacité de production. Mais surtout, très important, c'est de comprendre le marché, c'est de comprendre la clientèle. Donc, c'est un marché dans lequel on peut rentrer en circuit court. On va le voir à la prochaine diapositive. Si c'est une diapositive qui peut faire un peu peur, mais en fait, je vais juste attirer votre attention sur le bas de la diapo du côté gauche, les mots d'adjudication. Il y en a plusieurs. Donc, dans les institutions publiques, ça peut être des appels d'offres publics, mais il y a aussi du gré à gré. Donc, on peut rentrer autant en circuit court, autant en circuit long. Il faut juste connaître le marché. Il faut aller vers les institutions, il faut les comprendre, il faut comprendre leurs besoins, il faut satisfaire à leurs besoins aussi. Puis si ça paraît un peu intimidant, c'est pour ça qu'on a mis en place tout l'écosystème de la SNAC, tous les partenaires qui sont là aujourd'hui pour pouvoir accompagner autant les institutions que les entreprises pour avoir un maillage idéal. Donc, je vais laisser, on va aller à la prochaine diapo, mais en fait, je vais surtout laisser la parole aux autres qui vont pouvoir vous expliquer quel rôle ils jouent dans la stratégie, puis comment est-ce qu'ils peuvent vous accompagner à travers leurs différents projets. Je te redonne la parole, Andréane. Bien, merci beaucoup, Ruby. Ça met bien la table là, sur ce qu'est la stratégie nationale d'achat d'aliments québécois. Ben, sans plus tarder, là, je vais laisser la parole à Brigitte Marcotte, qui est chargée de projet SNAC pour le Centre d'expertise de l'Institut du tourisme et de l'hôtellerie du Québec pour parler de son rôle dans la SNAC. Merci. Alors, merci Ruby pour cette belle entrée en la matière. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter justement notre rôle de l'ITHQ dans cette stratégie. Alors, l'ITHQ, évidemment, est établissement reconnu là, au Québec, école de formation en tourisme, hôtellerie et au niveau de la restauration. Nous relevons du centre d'expertise. Le centre d'expertise est pas mal moins connu que l'ITHQ, mais c'est une instance qui fournit des services à l'industrie principalement en matière de gestion, à aider l'industrie à améliorer son service, à poursuivre son perfectionnement de façon continue. Alors, on œuvre auprès des entreprises de l'industrie et également au niveau des institutions publiques. Alors, le mandat qui nous a été confié par le MAPAC, c'est de fournir un service d'accompagnement aux établissements publics pour qu'ils se dotent d'une cible. Bien sûr, Ruby a tout présenté, les attentes, la volonté aussi des milieux, mais pour ce faire, évidemment, c'était déjà vu qu'il y aurait un besoin pour les établissements d'avoir de l'aide. Alors, c'est pour ça que nous avons été mandatés et avons développé une expertise en approvisionnement local. Alors, on offre un service qui est gratuit pour les institutions et qui est personnalisé. Alors, ça se reflète assez grosso modo en 3 étapes principales. Tout d'abord, on va effectuer un diagnostic de la démarche d'approvisionnement d'institutions. La première chose, c'est vraiment de dresser un portrait de l'existant. Parce que si on veut se doter d'une cible, il faut savoir où on se situe à l'heure actuelle. Alors, c'est un travail, on va voir plus loin les étapes un peu plus détaillées, mais on dresse vraiment le portrait actuel au niveau des approvisionnements, au niveau de la provenance des aliments qui sont achetés par l'établissement. Ensuite, c'est un accompagnement qui est vraiment spécialisé en achat local. Alors, on vise l'alimentation saine, locale et responsable. Alors, tout au long de la démarche avec l'établissement, on travaille de concert avec eux selon leurs propres ressources à l'interne, selon les valeurs et orientations de l'organisation pour suggérer des cibles. On va, à la lumière du travail de recherche et d'analyse qu'on fait, on va faire des propositions de cibles à l'établissement et eux vont choisir la cible dont ils souhaitent se doter. Souvent, on va proposer quelques cibles, 3-4 cibles, des cibles qui sont beaucoup plus faciles à atteindre et d'autres qui vont être beaucoup plus ambitieuses. Alors, des fois, les établissements vont commencer de façon un peu plus, je dirais, réservée pour éventuellement viser l'atteinte de cibles qui demandent plus de changements.
Alors ça, c'est des étapes là, de la démarche. Et ça comprend aussi un volet autour de la réduction du gaspillage alimentaire. Je le mentionne parce que c'est aussi quelque chose qui est abordé en cours de la démarche. Et il y a des opportunités d'achat responsable en fonction des aspects légaux aussi. La stratégie, elle vise une cible en achat d'aliments de provenance québécoise, mais évidemment, le volet achat responsable est grandement abordé aussi en cours de cette démarche-là. L'autre élément qui est très important, oups, je n'avais pas juste retourné, merci, c'est juste un petit élément à mentionner, c'est la quantification des achats. Parce que pour dresser le portrait, qui est la première étape dont je parlais, il faut vraiment faire cette quantification-là, c'est-à-dire une analyse de provenance. Il s'agit de déterminer la proportion des aliments de provenance québécoise dans les achats. Alors, avec des grilles d'analyse, là, nous, on détermine la provenance des aliments qui sont produits, élevés et aussi qui sont transformés au Québec. Et bien sûr, il y a une interprétation des résultats. C'est bon? Merci. Alors, ça, c'est un petit diagramme là, qui démontre les étapes. La première étape, l'introduction à la démarche d'approvisionnement, la recherche, l'analyse qui se fait par notre équipe de conseillers d'approvisionnement local et la proposition de cible. À ça s'ajoute évidemment la mise en application, la quatrième étape. Hein, il faut que l'établissement mette en œuvre toutes ces recommandations-là qui sont faites, effectue les changements, change les produits qui étaient achetés pour qu'éventuellement on fasse un retour auprès de l'établissement pour mesurer l'atteinte de la cible et voir comment on peut continuer ces changements-là au sein de l'organisation. Voilà, à la prochaine. Merci. Alors, je vous présente une équipe parce que c'est toute une équipe qui est derrière ça. Ce sont des conseillers en approvisionnement local et il y a, j'aime toujours bien les présenter parce que c'est important de savoir qu'il y a beaucoup de spécialistes, d'experts sur le terrain qui œuvrent auprès des institutions avec des expertises là, en nutrition, en approvisionnement, en développement durable, en gestion de services alimentaires. Alors, tout ça ensemble, ça permet d'aider nos institutions. Et aussi, il y a des conseillères qui sont en déployant en région. Les THQ, bien sûr, on est à Montréal. La majorité, il y a plusieurs conseillers là, qui sont dans la région du Grand Montréal. Mais il y a aussi des conseillers qui sont déployés en région, donc qui sont vraiment dans les territoires pour travailler auprès des organisations. Je vais aller à la prochaine. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la quantification des achats alimentaires. C'est l'élément assez principal là, de l'accompagnement qu'on fait parce que ça nous permet vraiment d'aller répertorier les produits manquants sur le marché québécois. Avec le portrait qu'on dresse suite à la quantification des approvisionnements, c'est là qu'on peut voir quels produits ne sont pas présents dans les achats des établissements et pourquoi. Il y a des produits qui se retrouvent qu'on a beau vouloir les substituer, c'est difficile parce que c'est des produits qui sont manquants sur notre marché. On peut ainsi guider les entreprises bioalimentaires pour offrir des produits régionaux. C'est là que le maillage entre la demande et l'offre. Nous, évidemment, on œuvre auprès de la demande. Alors, quels sont les produits achetés, consommés par nos institutions? Mais en dressant ce portrait-là, c'est là qu'on peut mieux aussi guider les entreprises pour développer leurs produits. Ça nous permet d'extraire des données clés d'achat et justement identifier les besoins qui ne sont pas complets et renforcer l'offre. On peut identifier aussi des enjeux et obstacles à l'accroissement de l'achat local. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce n'est pas possible de changer ces achats? Avec l'accompagnement auprès des institutions, on est capable d'identifier plusieurs enjeux et évidemment de trouver des pistes de solutions pour apporter les changements nécessaires. Ça permet d'établir une valeur de référence. Comme je mentionnais tantôt, le portrait qu'on dresse, à telle date, tel établissement a un pourcentage, une proportion d'achat qui s'établit à 43 45 peu importe. Alors, on fait ce premier portrait-là et c'est vers ça qu'on va progresser vers les objectifs fixés. C'est des données factuelles, hein? Ce n'est pas des interprétations, ce n'est pas vraiment des données d'achat qu'on réussit à colliger. Puis en croisant toutes ces données-là de différents établissements, on peut évoluer vers une intelligence de marché, bien connaître le marché, puis faire les croisements nécessaires entre les produits qui doivent être développés davantage, là, puis qui peuvent être introduits dans nos établissements. Et ainsi de suite. Là. Alors, la quantification, ça permet de faire beaucoup de choses au niveau des approvisionnements. Merci. Alors, là, rapidement, il y a plusieurs enjeux et obstacles à l'accroissement de l'achat local dont je vous parlais. Alors, les services alimentaires institutionnels, au fil des 2 années, pratiquement, qu'on œuvre auprès
de ces établissements-là. On a appris à les connaître. Hein, et c'est des établissements qui ont des systèmes d'approvisionnement et de logistique qui sont complexes. Ce sont des grosses machines qui ont des volumes d'achat assez impressionnants, assez faramineux parfois. Alors oui, c'est de complexité. Il y a beaucoup d'employés qui œuvrent dans ces services-là aussi. Il y a une absence de traçabilité des achats alimentaires dans la chaîne d'approvisionnement. Hein. La donnée sur la provenance de l'aliment, ce n'est pas une donnée qui est hyper facile à obtenir, et en tout cas qui l'était pas il n'y a pas si longtemps. Alors, cette donnée-là, elle n'est pas toujours, c'est pas toujours facile à obtenir. Les reçus d'achat sont souvent incomplets, sont laborieux à traiter, il y a une grande variabilité. Alors, toute cette complexité-là, c'était mentionné tout à l'heure par Ruby, là, la question des modes d'adjudication, des contrats. Alors, il y a un certain manque de compréhension, même au niveau des institutions, sur les modes de fonctionnement pour les achats mandatés. Qu'est-ce qui est possible de faire? Qu'est-ce qui est une question légale? Qu'est-ce qui est une question politique interne? Alors, il y a beaucoup d'éléments à démystifier là-dedans. Et évidemment, nos institutions, ils ont plusieurs enjeux, on s'en doute, au niveau de ressources humaines, manque de main-d'œuvre, au niveau d'espace d'entreposage, de lieux de transformation des aliments. Il y a des manques parfois d'outils de gestion performants, il y a des manques de connaissances. Alors, il y a différents enjeux qui font en sorte que ce n'est pas nécessairement évident pour eux de faire les virages qui sont attendus pour eux. Alors, on voit par contre qu'il y a des opportunités et il y en a des pistes de solutions. Nos services alimentaires institutionnels, c'est plus de 3000 installations au Québec. C'est des centaines de milliers de repas qui sont servis tous les jours. Et c'est on parle de 2 milliards d'achats alimentaires annuellement de nos institutions publiques. Alors, c'est une opportunité là, pour qui veut bien produire des produits qui vont répondre à cette demande-là. C'est un levier économique, de développement économique pour le secteur bioalimentaire au Québec, évidemment, avec un tel volume d'achat. Et il y a une empreinte écologique qui est significative. Bonne nouvelle, c'est que l'importance, l'alimentation saine, les produits locaux, responsables, sains, pour les gens des services alimentaires, ça a vraiment une grande importance. C'est pas est-ce qu'on prend le virage, c'est comment on prend ce virage-là. Il y a une grande mobilisation envers les produits et fournisseurs régionaux, il y a une grande volonté. Alors, c'est très, très positif. Et maintenant, on connaît beaucoup plus les besoins des milieux institutionnels. On va être capable de transmettre cette connaissance-là des besoins des institutions pour arrimer plus facilement, on souhaite, l'offre de produits du Québec. Alors, en terminant, ça a été mentionné, mais je vous donne la date officielle du Forum sur l'alimentation locale et durable dans les institutions publiques du Québec. Ça tiendra le 9 novembre, le jeudi 9 novembre. Vous pouvez bloquer la date. C'est une formule en web diffusion, en direct. Alors, il n'y a pas de déplacement. C'est vraiment pour s'assurer qu'on peut avoir le maximum de représentants de toutes les régions du Québec à l'événement. Alors, vous pouvez pour l'instant mettre la date à vos calendriers. Voilà. Merci beaucoup, Brigitte. Je seconde. Soyez présents au Forum sur l'alimentation locale et durable dans les institutions publiques du Québec. Ça va être vraiment, il va en avoir pour tous, autant pour les institutions que pour les entreprises. Et donc, je laisse maintenant la parole à Mathilde Laroche-Bougie, qui est gestionnaire programme Aliments du Québec au menu chez Aliments du Québec, pour nous parler de son rôle dans la SNAC. Oui, bonjour. Je suis bien contente d'être là et de pouvoir présenter tout ce qu'on fait là, en regard avec la SNAC. J'ai mis de l'avant un peu notre rôle à travers la SNAC, mais comme vous avez vu dans le tableau, on se positionne vraiment là, au niveau de la promotion, faire le rayonnement, mais aussi auprès des entreprises bioalimentaires. Tu peux changer, merci. C'est ça, je voulais rappeler la mission d'Aliments du Québec. C'est vraiment la promotion de l'industrie bioalimentaire avec nos marques, incluant aussi la marque Aliments du Québec au menu, puis tout ça au profit de l'économie québécoise. On voulait, avec le programme, créer une opportunité pour toutes les occasions, que le consommateur puisse retrouver les aliments du Québec dans toutes les occasions. Donc, on a créé le programme de reconnaissance pour les restaurants et les institutions. Avec la SNAC aussi, on se retrouve à être mandataire pour un projet, pour tout ce qui va toucher l'institutionnel ou le HRI. Je vais dire HRI souvent, là. Donc tout ce qui va concerner le HRI, mais c'est quand même l'ensemble de l'organisation qui contribue là, à faire un essor au niveau des entreprises et du secteur HRI. On est rendu
tu aurais pu rester, là, mais c'est bon. On est rendu en juillet 2023, on a 823 restaurants reconnus au programme, puis on a 586 établissements institutionnels reconnus. À travers la SNAC, on s'adresse particulièrement aux institutions publiques, mais avec le programme, on touche tous les types d'institutions, que ce soit privées ou publiques. Donc, les milieux de travail, les CPE, les milieux de santé, les milieux de vie. On est dans les établissements scolaires de tout niveau aussi. Donc, on vient travailler l'ensemble des institutions publiques et privées aussi travailler étroitement avec les services alimentaires qui sont quand même des joueurs importants là, dans tout le système de HRI puis dans tous les services alimentaires d'institutions. Ça peut changer. Donc, comme Ruby a bien expliqué quand même là, les façons d'être reconnu au programme, se doter d'une cible en étant reconnu au programme Aliments du Québec au menu. Il y a d'autres cibles que l'ITHQ peut déterminer, mais pour être avec Aliments du Québec au menu, dans le fond, on a deux options, soit la reconnaissance par plat. On va venir analyser les plats. Il faut qu'il y ait au moins 50 d'ingrédients québécois en poids. Et on va faire aussi l'évaluation de l'approvisionnement québécois. Je vous rassure, on ne fait pas travailler deux fois tout le monde. Si jamais une institution est avec l'ITHQ, on va venir colliger les informations, on va venir travailler avec ce que l'ITHQ va avoir fait au niveau de la quantification, puis on va venir revisiter ce qui va avoir été fait selon nos informations aussi. Les institutions soumettent l'ensemble de leur approvisionnement. On n'a pas de minimum. Si l'institution est à 40 %, elle est reconnue à 40 %, nous, on fait ce qu'on veut. Comme Brigitte le mentionnait, c'est vraiment avoir une idée, un profil, une photo de la quantification de ce qui se passe vraiment dans l'institution. Et juste l'effort de ce calcul-là pour nous, ça vaut la peine là, que l'établissement soit reconnu au programme. Puis à partir de là, on peut aussi travailler là, avec ce qu'on a comme information. Donc, ça rime avec les critères de la SNAC. Donc, c'est parfait, c'est pas en plus, donc ça peut faire carrément partie de la cible pour une institution. Pardon. Puis pour nous, ben, c'est ça. Aliments du Québec, une fois que l'institution est reconnue, ben, on va avoir fait l'analyse, on va faire des recommandations spécifiques, des recommandations générales. On envoie aussi la liste de tous les produits vérifiés destinés au secteur HRI. Je vous donne, il y a un exemple partiel de liste. On va voir le format, on va voir les produits. Puis tout ça, ça sort de ma base de données, dans le fond, de mes adhérents Aliments du Québec. C'est sûr que pour nous, on va favoriser de faire des recommandations sur nos adhérents Aliments du Québec parce qu'on a l'information sûre, mais on fait aussi des recommandations générales qui vont aller que ce soit de choisir les produits saisonniers ou selon les distributeurs aussi de certaines institutions, de venir cibler là, des gammes de produits qui pourraient être spécifiques à l'institution, que ça serait plus facile pour elle de changer. La plupart des recommandations, c'est vraiment des recommandations de changer un produit qui est déjà disponible au Québec qui est acheté d'ailleurs pour l'acheter du Québec, mais il y a aussi des substitutions qu'on va proposer là, afin que ce soit des produits du Québec qui soient remplacés. Je pense aux crevettes, par exemple. On va venir proposer des crevettes nordiques à la place des crevettes tropicales. Donc, souvent, ça va être soit des choses comme ça, mais sinon, ça va être des pâtes qui ne sont pas faites au Québec, mais on va venir proposer une pâte qui est faite au Québec. Donc, on est vraiment dans les recommandations qui peuvent être très spécifiques, mais aussi très larges pour essayer là, que la personne, parce que comme Brigitte le mentionnait aussi, les institutions ont quand même des contraintes au niveau de leurs achats. Donc, c'est sûr qu'on essaye aussi de faire ils ne peuvent pas tout faire avec toutes les catégories de produits. Donc, on essaye aussi là, de changer un peu là, les pratiques, que ce soit des pratiques exemplaires, puis avec des recommandations un petit peu plus générales dans les habitudes d'achat. On envoie ce rapport-là 4 fois par année. Donc, c'est vraiment, là, il y en a qui l'utilisent beaucoup, il y en a qui l'utilisent moins, il y en a qui ont besoin d'accompagnement pour l'utiliser. Donc, on est là aussi là, pour venir pallier en tout temps aussi aux recommandations. Une institution peut me demander n'importe quand dans l'année, pas juste après son évaluation, je cherche tel produit, est-ce que tu as une idée de quelqu'un qui pourrait me le fournir? Donc, on travaille là, à l'année, mais on part surtout là, de ce qu'on a dans notre base de données. Puis, on fait la même chose avec les plats aussi au niveau des recommandations. On va venir vraiment là, analyser les plats, des plats qui vont être, par exemple, refusés parce qu'ils n'ont pas 50 % mais on va venir proposer des changements. Puis, ils peuvent être resoumis. Donc, il y a vraiment comme une belle évolution là, avec nos recommandations quand elles sont appliquées. Ce qu'on peut faire pour augmenter la visibilité pour les entreprises du secteur HRI,
C'est vraiment, là, il y a des parutions dans nos infolettes. Vous le voyez, là, comme pour NutriFrance, c'est mensuel. On va venir positionner là, les produits qui peuvent répondre à certains besoins. Toutes les publications au niveau institutionnel sont gratuites chez Aliments du Québec. Donc, c'est ça. Il faut vraiment démontrer votre intérêt à placer vos produits. Je m'excuse. Puis, on fait beaucoup de visibilité lors de nos différentes communications et événements. On voit là, les institutions mangent local. Donc, les institutions mangent local. On a acheté des biscuits de Deli Cookies pour donner comme en cadeau pour faire découvrir le produit, mais aussi pour représenter l'événement. On a aussi fait des appels pour des produits favoris. On va amener les acheteurs à venir voter, comme au rendez-vous des institutions. Les pommes du Québec ont été grandes gagnantes, mais il y avait plein de produits à découvrir. On essaie de positionner les acteurs, là, entrepreneurs qui font vraiment des efforts dans le niveau du secteur achérie. On essaie de travailler avec les distributeurs. On fait beaucoup de communication avec eux. Parce qu'on a besoin de connaître un peu c'est quoi leur offre, puis de voir comment on pourrait mieux positionner les entreprises qui font dans le secteur achérie chez les distributeurs, parce que c'est quand même un acteur très important là, de tout ce qui se passe et de comment on peut se rendre aux institutions. Donc, on a fait un appel de candidature pour positionner des entreprises avec le secteur achérie. Voilà. Merci. Comme je disais, on travaille vraiment pas toute seule. Puis, l'ITHQ fait un magnifique travail d'accompagnement, mais nous, on va venir travailler avec l'ITHQ pour que le produit du Québec ait la même définition pour tous. Est-ce que j'ai un petit rhume, puis c'est ça que ça donne. Pardon. On travaille avec l'ensemble des acteurs de la SNAC. Donc, tu sais, on n'est pas tous en vase clos, on se parle. Donc, l'espèce de rapprochement de l'offre et la demande, on le fait aussi à travers nos partenariats. Je pense à Syntec qui vont nous consulter pour développer des produits. Ils vont vous parler un peu plus tard de tout le travail qu'ils font. Mais on se parle, on essaie de faire évoluer avec chacun des partenaires. Le regroupement peut faire un beau déploiement dans les régions, dans les catalogues, dans les répertoires. Donc, on essaie de mailler ça. M360 travaille avec les écoles. Ils vont présenter tout à l'heure. Et on revoit la quantification qui est faite aussi avec M361 pour qu'il y ait quand même une certaine uniformité dans les analyses puis dans les recommandations. Puis, jusqu'ici, on arrive pas mal tout le temps aux mêmes conclusions pour tous, qu'il y a certaines catégories, il y aurait beaucoup de développement qui pourrait être fait. Donc, c'est vraiment, là, il y a vraiment des opportunités avec chacun des acteurs de la SNAC. On travaille aussi avec plein d'autres acteurs qui ne font pas nécessairement partie de la SNAC, comme l'association des CPE. On va venir aussi travailler la quantification avec eux. Donc, on travaille avec tout le monde pour essayer que ça soit quand même plus uniforme au niveau des évaluations, des analyses. On va aussi colliger des informations. Je pense à l'Association des producteurs maraîchers qui ont un super beau projet là, avec certains produits. Mais nous, on est venu regarder dans toutes nos quantifications, ces produits-là sont achetés à quelle quantité, sous quelle forme. Fait qu'on va venir pouvoir donner ces données-là à l'Association des producteurs maraîchers. Fait que c'est vraiment, c'est ça. Donc, c'est comme important que tout le monde se parle et que les entreprises n'aient pas peur à aller cogner à la porte de tous ces partenaires-là. Je vais changer. En tant qu'entreprise agroalimentaire, c'est sûr que pour nous, si l'entreprise est adhérente à Aliments du Québec, c'est beaucoup plus facile pour nous de travailler avec eux, de les recommander parce qu'on a vraiment l'information vraiment précise des produits. Donc, on est vraiment capable, on connaît mieux l'offre que les entreprises ont. Puis, ça vous permet aussi à l'entreprise d'avoir une belle visibilité, puis ça permet beaucoup d'opportunités d'affaires. Il y a un coût d'adhésion pour adhérer à Aliments du Québec qui est selon le nombre d'employés permanents de l'entreprise. Pour vous donner un spectre de 1 à 10 employés, 11 à 25, la plupart de nos entreprises se situent dans ces catégories-là. Puis le coût pour un transformateur pour 10 employés va être de 210 $ par année. Puis pour un producteur maraîcher, il va être de 185 par année. Puis à ce moment-là, on ajoute le nombre de produits qu'on veut. Même en n'étant pas adhérent à Aliments du Québec, c'est sûr que les entreprises agroalimentaires devraient participer aux différents événements, souvent qui sont organisés en partenariat avec la SNAC. Beaucoup de rencontres d'acheteurs, beaucoup de salons de fournisseurs.
Il y a aussi des événements festifs, des journées, des rendez-vous annuels pour lesquels votre participation ne nécessite pas que vous soyez adhérent chez Aliments du Québec. Ça vous permet vraiment de créer un réseau, d'aller encore plus loin dans l'émaillage. Puis, aller vers les institutions. Ils sont là, aller vers les partenaires qui peuvent vous faire rencontrer les institutions. C'est super important de les solliciter et de les rencontrer. Ils veulent découvrir, il y a des belles rencontres qui se créent là, avec des entreprises qui vont être un peu plus fonceurs, je dirais, puis qui vont aller vers les institutions pour aussi répondre à leurs besoins. Doter ces produits de code barre. Reviens, s'il te plaît. Merci. Doter ces produits de code barre. C'est sûr que dans l'analyse et la quantification, les codes barres nous permettent vraiment d'avoir l'heure plus juste sur les produits, puis la provenance, puis ça évite beaucoup d'erreurs. Puis soyez ouverts à partager les informations sur la provenance de vos produits. Quand on fait l'analyse, que ce soit les THQ ou nous, il faut quand même s'adresser à des entreprises qui ne sont pas adhérentes, pour lesquelles on a besoin de connaître un peu les informations sur les produits. Ça peut sembler plus facile de dire « j'ai rien qui vient du Québec », mais je vous conseille fortement de partager les informations que vous avez sur vos produits avec nous. Ça nous permet vraiment de vous positionner au sein des institutions quand votre produit est d'origine québécoise ou qui est transformé ici. Je peux changer. Merci. En tant qu'entreprise adhérente, c'est sûr que là, à ce moment-là, comme vous voyez, on travaille avec toutes les institutions, on fait des recommandations. Donc, le plus important, je vous dirais que que tous vos produits de tous les formats dédiés aux services alimentaires soient inscrits à votre compte Aliments du Québec. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour l'inscription de tous vos formats ou pour faire des demandes de vérification de nouveaux produits. C'est votre adhésion annuelle et vous pouvez faire la demande de vérification pour 1000 produits. Vous pouvez rajouter le nombre de formats des produits qui sont déjà vérifiés, comme bon vous semble. Plus vous en rajoutez, plus vous apparaissez dans les listes, dans les rapports HRI qu'on envoie avec tous les produits, puis plus nous, on peut vous recommander. On ne peut pas recommander des produits qu'on ne sait pas qui existent. Donc, c'est vraiment pour nous, c'est vraiment nous aider que de venir rentrer tous vos produits, puis démontrer votre intérêt, nous informer des produits que vous avez, des nouveautés, des changements que vous faites, c'est souvent dans des formats qui peuvent être plus adaptés. Nous, quand on a l'information, ensuite, c'est vraiment super là, pour faire des recommandations. On peut vraiment venir là, faire ce maillage-là, puis faire découvrir aussi des produits à des institutions. Le secret, c'est de consulter l'infolette adhérent Aliments du Québec quand vous êtes adhérent. On va parler, par exemple, du SIAM, comme Ruby le mentionnait. On a plein de différents projets pour venir accéder à une commercialisation, souvent qui peut être vers le secteur HRI. Si vous êtes adhérent encore, on a un groupe sur Facebook pour lesquels aussi on donne des nouvelles, comme justement l'appel de projet, l'accélérateur avec les salons GFS, puis Aliments du Québec, ça va apparaître dans ces communications-là. Donc, c'est vraiment de les consulter, d'être à l'affût. Puis, j'ai des entreprises exemplaires au niveau de leurs produits, puis ça devient vraiment facile pour moi et mon équipe de pouvoir les introduire dans les institutions. C'est tout pour moi. Pour plus d'informations, il y a Aliments du Québec pour vraiment toute l'adhésion. Il y a plein d'autres avantages. Tous les détails du programme de reconnaissance, c'est québecomenu.com. Puis si vous avez d'autres questions, c'est sûr qu'on est toujours disponible là, pour répondre à vos questions. Merci. Je m'excuse pour ma toux récalcitrante. Merci beaucoup, Mathilde, d'avoir participé à ce webinaire malgré cette toux récalcitrante. On apprécie beaucoup. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Véronique Galland, chef projet chez M361, qui est accompagnée de Maude Rousset-Bosson, qui était conseillère en alimentation chez Équiterre pour nous parler de leur projet dans le cadre de la SNAC. Merci, Andréane. Bonjour, enchantée. Véronique Galland, chef projet chez M361. Très heureuse d'être accompagnée de Maude, qui est d'Équiterre, un grand partenaire dans le cadre de l'appel de projet dont je vais vous parler. Tout d'abord, pour ceux qui ne nous connaissent pas, M361, en fait, on est un OBNL qui avons comme mission de créer ou de propulser des solutions, des projets, des initiatives qui vont avoir un impact réel sur la santé de nos collectivités.
Donc, ça, c'est dans le cadre de notre mission, de notre expertise que Tu peux changer, Andréane, qu'un partenariat, en fait, a été créé entre M3C1 et le MAPAC dans le cadre de la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois. En fait, M3C1 a le mandat de soutenir les établissements scolaires primaires et secondaires publics du Québec dans la réalisation de projets qui vont favoriser, augmenter l'achat d'aliments québécois au menu de nos élèves au Québec. Donc, tu peux changer. Donc, bref survol de l'appel de projet qui est en cours, parce qu'il y en a eu 2 autres précédemment sous la même thématique là, sur la cible d'achat d'aliments québécois. L'appel de projet en cours, donc, s'adresse aux écoles primaires secondaires publiques du Québec, mais aussi aux centres de formation professionnelle qui desservent une clientèle de 17 ans et moins. Ce sont au total 1,4 million de dollars qui vont être distribués à travers plus ou moins 90 écoles du Québec. Et chacune d'entre elles aura l'opportunité d'obtenir 15 000 dollars en financement pour la réalisation d'un projet pour qu'elle se dote d'une cible d'achat d'aliments québécois. Le type d'exemple des exemples de projets qui sont financés dans le cadre de l'appel de projet, on va avoir par exemple une offre régulière de collation santé composée de fruits et légumes frais, par exemple, dont l'approvisionnement va être assuré par une entente entre l'école et un producteur de proximité ou encore avec le marché public de la région. On va avoir aussi des projets de type comptoir à salade ou bar à soupe pour encore une fois de façon régulière proposer fruits et légumes aux élèves de nos écoles. Il y a aussi la possibilité de travailler la bonification du menu cafétéria ou la substitution de produits dans leurs recettes déjà existantes pour augmenter la part d'aliments québécois au menu offerts aux élèves à longueur d'année. Ce sont des exemples. Maintenant, à travers l'appel de projet, on a différents partenaires qui collaborent avec nous. Donc, M3C1 est allé, a voulu mettre à profit l'expertise de l'ITHQ. Donc, l'ITHQ qui va accompagner les écoles financées en amont à leur dépôt de projet pour bien identifier la cible, bien identifier le projet qu'ils pourront mettre en place pour et les aider dans la rédaction de leur dépôt de projet pour le rendre admissible. Ensuite, on a l'équitaire qui rentre en jeu à partir du moment où le financement est accordé pour l'école et donc va accompagner l'école tout au long de la réalisation de leur projet. Et on a Aliments du Québec qui arrive à la fin pour tout mesurer la cible d'achat d'aliments québécois atteinte pour chacune d'entre elles, mais aussi offre gratuitement la reconnaissance du programme Aliments du Québec au menu à l'ensemble des écoles participantes. On a évidemment d'autres partenaires de collaboration qui gravitent autour de l'appel de projet, soit le ministère de l'Éducation, les directions santé publique régionale, le collectif des tirs, ou bien le RTCBQ qui va venir faciliter soit le maillage entre l'école et le producteur, mais aussi dans la diffusion de l'appel de projet ou le soutien dans la mise en place de leur projet. Tu peux changer de diapo, André. En termes de nos constats par rapport au profil des écoles qui participent aux appels de projet, c'est que le nombre d'élèves varie vraiment d'une école à l'autre. Donc, ça peut varier d'une école à 80 élèves jusqu'à une polyvalente de 2000, 3000 élèves. Donc, l'approvisionnement va varier selon l'institution accompagnée. On sait aussi que environ le 2/3 des écoles qui ont été financées jusqu'à présent détiennent un concessionnaire alimentaire ou offrent un service de traiteur. Dans ce contexte-là, les écoles, en fait, ont davantage l'intention de travailler la bonification de leur menu cafétéria ou la substitution de produits à leur menu. Toutefois, certaines écoles n'ont pas de concessionnaire ou de traiteur ou sinon ne souhaitent pas les impliquer dans leur projet. À ce moment-là, les écoles vont davantage mettre en place des collations santé style smoothie, distribution de fruits, des crudités, etc. ou encore faire des ateliers culinaires avec leurs élèves. Et dans ce contexte-là, donc, ils vont aller distribuer leurs recettes aux autres élèves de l'école ou encore en faire un quartier général une fois par semaine puis vendre leurs recettes aux parents au courant de l'année scolaire. Au niveau de l'approvisionnement, ce qu'on constate, c'est que les écoles s'approvisionnent majoritairement directement des fermes, des producteurs agricoles, des fromageries, des marchés publics. Toutefois, les épiceries à grande surface sont encore présentes pour l'achat de certains aliments québécois.
Puis, on est très content de constater que la moyenne de la cible d'achat d'aliments québécois pour chacune des écoles financées tourne autour de 70 % d'achat d'aliments québécois, ce qui est une excellente note, donc très satisfait, et que ces aliments québécois sont principalement des fruits et légumes frais ou des protéines ou des produits laitiers. Donc, ce sont en majorité dans ces catégories d'aliments que les écoles vont aller acheter local. Tu peux changer, Andréane. Donc, au niveau d'un portrait provincial, là, sachez que jusqu'à maintenant, il y a 71 écoles qui ont été financées ou qui le sont actuellement dans le cadre des appels de projet et qu'elles se retrouvent dans 16 régions sur 17 au Québec. Donc, un peu partout à travers notre Québec, on a des institutions, des établissements scolaires qui s'intéressent énormément et qui sont engagés dans l'achat local et que ça va se poursuivre parce que 75 autres écoles vont venir s'ajouter, évidemment, là, à ce nombre d'ici 2025. Donc, voilà, je passe la parole à ma collègue Maude pour la suite de la présentation. Oui, merci Véronique. Donc, comme le mentionnait Véronique, et Équiterre est aussi un partenaire dans le cadre de cet appel de projet. Équiterre a de nombreuses missions. La mission ici qui nous intéresse, c'est celle de l'axe qu'on appelle Se nourrir, qui a pour objectif de vivre dans une société privilégiant une alimentation saine et une agriculture régénératrice pour la biodiversité, l'économie locale et le climat. Plus précisément, cet axe Se nourrir, Andréane, je te laisse passer à la dépêche suivante. Cet axe Se nourrir se divise dans une partie vraiment un volet alimentation et un volet agriculture. Dans le volet alimentation, l'objectif, c'est d'accélérer la transition des organisations et institutions vers des pratiques exemplaires en matière d'alimentation durable. Donc, on parle d'alimentation saine, locale, biologique et éco-responsable. On a donc plusieurs projets pour arriver à cet objectif-là. Notamment, on a la Marmite éducative, qui est une plateforme concertée en éducation alimentaire qui est à destination des écoles, des garderies, mais aussi des camps de jour, par exemple. Puis, il y en a aussi le projet Commune Assiette, que vous connaissez peut-être, qui est une communauté de pratique, et aussi un portail web pour favoriser l'approvisionnement alimentaire au sein des institutions du Québec. Et puis, dans le cadre de la SNAC, on a donc l'appel de projet que vient de mentionner Véronique. Nous, notre rôle, plus précisément dans le cadre de cet appel de projet, c'est vraiment de collaborer avec M361 et notamment Aliments du Québec pour déployer ce projet à travers tout le Québec, et ça depuis 2020. On offre aussi, ce qui est vraiment le cœur de notre travail, c'est d'offrir aux écoles un accompagnement dans le cadre de leur projet. Ça se fait via notamment des vidéos explicatives, mais aussi des formations, puis un suivi personnalisé par téléphone et par courriel. Et puis, on fait aussi rayonner ces différentes initiatives pour essayer d'inspirer le plus d'établissements possible pour qu'il y en ait de plus en plus qui répondent à cet appel de projet qui est en continu. Tu peux passer à la diapo suivante. Donc, comme je disais, on accompagne ces écoles depuis déjà plusieurs années, depuis 2020 plus précisément, dans le cadre de cet appel de projet-là, ce qui nous permet d'avoir un peu une idée de comment font les milieux scolaires pour identifier notamment les producteurs et transformateurs et comment se passe la prise de contact et les commandes et les livraisons. Au niveau de l'identification des producteurs et transformateurs, ça se fait beaucoup via le bouche à oreille. C'est très fréquent que les écoles se portent d'abord vers, par exemple, les parents d'élèves qui ont une entreprise locale, par exemple. Ça se fait beaucoup aussi via les marchés publics, voire la communauté en général. Ça se fait aussi beaucoup grâce à Internet, tout simplement. Ou alors, même si le concessionnaire n'est pas impliqué dans le projet qui est financé dans le cadre de l'appel des projets, parfois, s'il y a un concessionnaire sur place, celui-ci a déjà une liste de fournisseurs. À ce moment-là, l'école va se référer à la liste de fournisseurs du concessionnaire. Il peut aussi arriver que l'école fasse déjà affaire avec des producteurs ou des transformateurs pour autre chose que de l'approvisionnement, par exemple, campagne de financement ou pour plutôt une mission éducative si un fournisseur a déjà fait une visite de son entreprise, par exemple, avec une école. À ce moment-là, l'école va identifier comme ceci le producteur ou le transformateur. Il y a aussi, ça c'est très important pour vous à savoir, il y a certains centres de services scolaires qui demandent à ce que les fournisseurs soient préenregistrés au sein du centre de service scolaire. À ce moment-là, l'école n'a l'autorisation que de faire affaire avec ces fournisseurs qui sont enregistrés. Donc à ce moment-là, l'école va se fier à cette liste du centre de service scolaire. Et puis les MAPAC régionaux, les MRC, le réseau des fermiers de famille, le répertoire d'aliments du Québec, le RTCBQ sont aussi des sources d'identification des producteurs. Puis nous-mêmes, Équiterre, dans notre rôle d'accompagnement, on peut aussi les aider à identifier des producteurs, par exemple.
Au niveau de la prise de contact, elle va se faire soit par le concessionnaire, si c'est lui qui est à l'origine du projet, ou alors par la personne qui gère le projet, une personne de l'équipe école. Ça peut être aussi bien la direction qu'une secrétaire, une nutritionniste, un parent bénévole. Ça peut être très varié d'un projet à un autre. La prise de contact va souvent se faire par courriel, téléphone ou en allant directement sur place et parfois via des intermédiaires. Les intermédiaires, ça peut être des organismes locaux comme le RTCVQ par exemple, ça peut être le centre de service scolaire, ça peut être aussi des grosses épiceries par exemple qui vont servir d'intermédiaires. Au niveau de la commande et de la livraison, la commande se fait par l'équipe école généralement ou le concessionnaire. La livraison peut être faite sur place ou alors il peut y avoir un retrait auprès du producteur par l'équipe école. Ce qui se fait aussi beaucoup dans le cadre des écoles, c'est l'autocueillette. Ça permet de mêler l'éducatif et l'approvisionnement où les élèves vont profiter d'une sortie à la ferme, par exemple, ou dans le cas de producteurs, pour faire l'autocueillette, puis ensuite récupérer les produits qu'ils voudraient utiliser, eux, dans le cadre d'un approvisionnement. Tu peux passer à la diapo suivante. Pour faciliter la création de partenariats avec une école, si j'ai quelques conseils à vous donner, c'est vraiment de prendre les devants. Souvent, les écoles, elles ont plein de choses à faire, donc elles n'ont pas forcément le temps d'aller chercher des producteurs locaux. Donc, si vous allez à elles, c'est sûr que ça va vraiment leur faciliter la tâche et vous mettez toutes les chances de votre côté. De la même manière, je vous mentionnais les listes des centres de services scolaires. N'hésitez pas à vous inscrire vraiment sur ces listes-là, vous renseigner s'il y a besoin ou pas. Développer aussi des partenariats peut-être qui vont au-delà d'un approvisionnement simple dans le cadre d'une école. Parce que si vous le pouvez, par exemple, développer un volet éducatif, proposer une visite de votre entreprise ou alors une conférence sur votre métier dans une classe, par exemple. Et puis, proposer aussi des ententes qui sont adaptées aux écoles. Les écoles, c'est des milieux un peu particuliers qui, par exemple, peuvent ne pas avoir la place nécessaire pour stocker des aliments. Donc, à ce moment-là, vous pourriez leur proposer de les aider dans le stockage. Et puis enfin, Andréane, je te laisse passer à la diapo suivante. Le dernier point, c'est vraiment, évidemment, les écoles, c'est un milieu que vous connaissez probablement pas ou très peu, mais c'est vraiment intéressant comme partenariat. C'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Ça vous offre une belle visibilité. Ça vous élargit aussi votre canal de mise en marché. Il y a certaines écoles qui vont proposer, par exemple, comme l'avait mentionné Véronique, un magasin général pour vendre à la fois leurs produits, mais aussi les produits de leurs fournisseurs. Donc, ça peut vraiment être un nouveau canal de mise en marché. Ça vous permet aussi d'écouler vos surplus. Les écoles, surtout dans les projets d'N361, développent souvent des projets de soupe ou de smoothies, comme le disait Véronique, puis à ce moment-là, les légumes déclassés peuvent être utilisés. Puis enfin, ça vous permet de créer vraiment des beaux liens avec votre communauté et puis de participer à l'éducation alimentaire des jeunes. Donc, ça, c'est toujours très valorisant pour votre travail. Voilà, c'est fini pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maude. Merci aussi à Véronique pour votre présentation. On passera rapidement, si vous avez des questions, voilà. On passera rapidement à la prochaine présentation. Donc, je vous présente Sophie Vincent, qui est directrice du Centre Humani et VP aussi du Centre sensoriel chez Syntec Agroalimentaire. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. En fait, je suis très contente. Puis je pense que passer en dernier, ça veut, presque en dernier, en fait, ça veut aussi dire peut-être répéter des choses, mais je pense que ça vient renforcer tout le point qui est autour d'une stratégie. On poursuit toute une stratégie qui est globale, qui vise le même objectif. Puis je pense que l'idée, c'est justement d'user des forces de chacun pour mettre ça en collaboration. Pour ceux qui ne connaissent pas déjà Syntec, j'ai vu dans les invités qu'il y avait plein d'entreprises, qu'il y avait plein de partenaires avec lesquels on a déjà travaillé. Alors, je vous souhaite toutes bonjour. Et en fait, dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas, Syntec, dans le fond, c'est un centre qui aide les entreprises au niveau de l'innovation et de la compétitivité. Fait que ça fait plus de 25 ans, je dirais même bientôt 30 probablement, ou peut-être plus, au moins 25 ans au global, à développer des produits qui vont correspondre aux attentes, qui vont développer, qui vont innover, qui vont être au-delà de tout ça. Et récemment, dans le fond, puis c'est pour ça le double chapeau, il y a le volet sensoriel et consommateur qui est devenu le Centre Umami, donc un centre expertise en sensoriel spécialisé dans justement l'adéquation entre les attentes, les aspects organoleptiques des produits et les produits qui sont développés pour maximiser les chances de succès.
Autant dans l'approche avec nos clients, dans le fond, avec les gens avec lesquels on travaille, c'est vraiment une approche partenaire. Puis c'est la même chose au niveau de cette stratégie. L'idée, c'est plus on collabore ensemble, plus on va obtenir des grands résultats. Chacun de façon individuelle, on peut le faire aussi, mais je pense qu'en mettant tout ça ensemble, c'est vraiment ça qui va être à profit pour l'ensemble de notre écosystème puis de nos entreprises d'ici. 70 experts en lien avec l'industrie, fait qu'autant à Syntec qu'au Centre Umami, des expertises de toutes sortes, c'est des gens qui collaborent entre eux, fait que oui, on va collaborer avec différents experts. Si l'expertise, elle n'est pas chez nous, elle est chez vous, donc on travaille ensemble. L'idée, c'est aussi, avec toutes ces forces-là, de mettre à profit pour le développement de vos produits. Le présent projet, dans le fond, le mandat pour lequel nous, on travaille, c'est pour ça que je présente aussi à la fin, c'est vraiment au niveau de tout ce qui va être de l'offre aux entreprises, mais comment les entreprises vont pouvoir proposer des choses pour les institutions publiques. Donc, notre projet s'appelle « Percer le marché institutionnel public » et l'objectif était de permettre à 30 entreprises de travailler en cohorte, mais aussi de façon individuelle pour développer des produits qui vont vraiment s'adresser à ce secteur-là. Donc, de bien comprendre, comme d'entrée de jeu, on a mentionné tous les facteurs qui vont être spécifiques en termes de composition, en termes de forme, en termes d'adaptation. Donc, comment j'adapte le produit qui est déjà excellent, mais comment je l'adapte pour ce marché-là spécifique pour lui permettre de percer le marché, mais au-delà de ça, de rester sur le marché par la suite. Je crois que la particularité du projet au complet, puis on l'a vu dès le départ, c'est vraiment de marier les réalités du milieu institutionnel, fait que les réalités et les attentes et les réalités de l'entreprise. Plus tout ça va travailler ensemble, plus tout ça va travailler en collaboration, plus ça va développer des partenariats à long terme. Fait que vous voyez que c'est pour ça que l'aspect stratégique est vraiment important et l'aspect collaboration. L'entreprise a déjà des excellents produits. La plupart des entreprises québécoises avec lesquelles on a l'occasion de travailler, en fait, toutes, ont des excellents produits. Les institutions ont toutes des réalités. Le but, c'est vraiment de mettre tout ça ensemble pour maximiser les chances que ça fonctionne. Description sommaire du projet. Juste vous dire que la première cohorte s'est terminée l'an dernier. Dans le fond, on a terminé avec la première cohorte et puis on vient d'entamer une nouvelle cohorte. Donc, les premières formations théoriques se faisaient en groupe. On a échangé, comme on a dit, l'idée, c'est de comprendre les besoins, mais comprendre aussi ce marché-là, la façon dont on y accède, la façon dont tout ça se déroule. Donc, ça s'est fait en formation théorique, mais je dis théorique, mais je dirais théorique et pratique. L'idée, c'est de comprendre aussi en faisant des exercices et en démystifiant un peu tout ça. Démystifiant en partie parce que la démystification se fait jour après jour et se poursuit là, parce que les réalités changent. Ensuite de ça, avec chaque entreprise, on travaille à l'identification de ses opportunités. Fait qu'idéalement, on lance tous les produits qu'on a. Mais l'idée, c'est de lancer celui qui va nous permettre de percer le marché, puis après ça, de développer des liens durables avec les institutions. Et par la suite, on fait l'accompagnement personnalisé. Ça se décline comment tout ça? Ça se décline dans le fond, en comprenant, c'est l'aspect formation que je vous disais, fait qu'en comprenant le processus d'achat, en comprenant le processus aussi, comment ça se passe, parce qu'il y a un cadre qui va être autour, c'est pas juste parce que les deux veulent que ça va fonctionner, fait que l'idée, c'est de mieux comprendre cette réalité-là qui est propre au milieu institutionnel public, puis comme on sait mieux jouer, bien après ça, on est plus à même d'adapter notre stratégie. Je m'excuse, ça fait une pause entre chacun. Hein. Je ne suis pas habituée de prendre une petite pause dans toutes les fait que je suis désolée. Peut-être que ça me donne juste l'occasion de respirer, mais moi, j'ai l'impression que je fais une attente. Je suis désolée pour cet aspect-là. Pour la partie identification d'opportunités, dans le fond, l'idée, c'est autant, puis on fait ça en ce moment-là avec les entreprises. On vous rencontre actuellement les entreprises de la deuxième cohorte. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on a à offrir? Qu'est-ce qui va correspondre vraiment aux attentes? Puis après ça, on va travailler avec les partenaires de la SNAC. On va travailler avec les différents, ce que j'appelle ambassadeurs des institutions publiques pour nous guider. Pour nous guider en termes de qu'est-ce qui est vraiment essentiel à retrouver dans le produit, puis comment on pourrait adapter les produits actuels pour que ça corresponde mieux. La dernière partie, dans le fond, c'est une fois qu'on a capté cette information-là, comment je prends le produit et comment je le rends au moins équivalent à un produit qui viendrait de l'extérieur
et voire même mieux, puis comment je le rends distinctif. Je dis je le rends, mais c'est on le rend ensemble distinctif. Et comment on fait en sorte que l'institution ne pourrait s'en passer et a tout intérêt à l'inclure dans son offre destinée à ses clientèles. Des exemples d'accompagnement, une fois qu'on a le produit, que le produit a été adapté, peut-être qu'on va créer des fiches descriptives, des capsules vidéo. L'idée, c'est de le faire découvrir aux institutions. On va envoyer des produits, on va créer des panels de discussion avec ces gens-là. On va discuter aussi de l'aspect valeur nutritive, l'aspect nutrition, l'aspect réglementaire pour mieux comprendre tout ça et le mettre en valeur. Et je crois que le facteur numéro 1, Mathilde disait, aller cogner aux portes. L'idée, c'est, oui, plus ils vont le découvrir, plus ils vont avoir envie de vous mettre à leur marché. Et puis, comme ils vont l'offrir, les gens vont l'apprécier. Alors, ça va être vraiment un cercle qui va se développer avec eux. Bien entendu, plus on participe à des activités, et j'ai vu dans la liste des participants qu'il y a plusieurs entreprises et 2 cohortes, plus on participe à des activités, plus on se fait voir. Je pense que plus c'est le point principal qui est important. Donc, je vous présente les entreprises qui ont travaillé avec nous lors de la première cohorte. On va les revoir parce que je vais toujours vous parler de ces entreprises-là qui ont vraiment fait un magnifique catalogue. Vous pouvez les consulter sur le site web du Centre Umami. Il y a une fiche descriptive pour chacun des produits qui a été fait. Ce sont toutes, autant pour la première cohorte que pour la deuxième cohorte, des entreprises qui sont à l'écoute de vos besoins. Vous avez un besoin spécifique par rapport à ça. Ils sont là pour adapter et ils sont très ouverts et collaboratifs. Gênez pas, dans les 2 cas, c'est des magnifiques entreprises. Donc, vous en avez un premier 12 entreprises de la première cohorte et pour la deuxième cohorte. Puis ça se décline. Quand je disais qu'il y avait ça sur notre site web, juste ici, fiche vidéo, vous avez une fiche pour chacun. Ensuite de ça, vous allez pouvoir consulter en ligne aussi les fiches produits. Si je vais sur la page suivante, les capsules vidéo probablement, voilà. Et puis, ce sera de même pour la deuxième cohorte. Les événements se font de plus en plus fréquents. Alors, on espère vous voir à nos événements, on espère vous les faire découvrir. Moi, je parle toujours en étant sensorielle puis en recherche consommateur, je parle toujours qu'une expérience vaut 1000 mots. Alors, on espère vous faire découvrir ces magnifiques produits-là en les dégustant, en les essayant dans vos recettes, en essayant de les remplacer, en travaillant avec vos équipes respectives dans chacune des institutions. Fait que nous, notre travail, c'est vraiment de les accompagner à adapter leurs produits et à vous les faire découvrir. Et c'est la deuxième cohorte qui est présentement en cours. Je veux juste porter une attention à la représentativité autant régionale que des catégories de produits. Dans la sélection, on a fait vraiment attention pour être à l'écoute des besoins qui avaient été mentionnés par les autres partenaires. Donc, on a essayé de sélectionner des entreprises avec des potentiels complémentaires. Et ce que je veux vous dire en fin de message, c'est que chaque entreprise a au moins un magnifique produit à faire découvrir aux institutions publiques. Je pense que les voies d'accès sont multiples, les partenaires sont multiples. Puis comme il s'agit d'une stratégie consolidée, je pense qu'ensemble, on va vraiment bien y arriver. Fait que, en espérant vous avoir donné le goût d'aller dans ce marché. Merci beaucoup, Sophie, pour ta présentation. On sent vraiment ta passion pour les produits alimentaires québécois. C'est vraiment très le fun à entendre. Merci. Donc, je vais passer la parole à Patrice Léger-Bourgoin, qui est directeur général pour l'Association des producteurs maraîchers du Québec, l'APMQ. Bien, merci. On va y aller tout de go avec la prochaine diapo. Vous présenter très brièvement l'Association des producteurs maraîchers. 300 membres répartis un peu partout au Québec, superficie totale de 30 000 hectares, donc 80% de la production maraîchère québécoise. On couvre essentiellement là, dans les régions maraîchères, là, 62% Montérégie, Lanaudière et Laurentides 10%. Donc, la masse critique québécoise de population est couverte par les régions maraîchères qui sont soit à l'intérieur de cette masse critique-là ou à proximité. On a une diversification de produits de légumes de champ. On parle d'une quarantaine de légumes. Cette année, c'est plus 47. On a également la propriété du marché de la place des producteurs. C'est le plus important marché de gros de fruits et légumes dans l'Est du Canada, le 3e en importance en Amérique du Nord.
propriétaire également du marché public de la Prairie. Et on offre également là, la promotion de nos produits à travers là, nos initiatives intitulées mangerquebec.com. Dans les faits, la PMQ a 3 missions, une de commercialisation, une de représentation de ses membres et une d'éducation. Je vais attirer votre attention sur la place des producteurs parce que pour nous, dans le projet pilote concernant l'institutionnel public, là, c'est vraiment la pièce maîtresse, là, l'assise de ce projet pilote-là. Grosso modo, la place des producteurs, là, pour ceux qui ont une référence montréalaise, c'est l'ancien marché central là, qui était à l'intersection du boulevard de l'Acadie à Montréal et de la métropolitaine. On a reconstruit tout ça à neuf sur le boulevard P9 il y a 3 ans. Un investissement de la part de la PMQ et de son partenaire de 51 millions de dollars et des 3 dernières années, on a réinjecté là, 10 millions de dollars supplémentaires, entièrement de l'argent en provenance là, de fonds privés. Et depuis le lancement de la place des producteurs, on a essentiellement conduit 3 études qui nous a amené une réflexion sur les perspectives futures de l'endroit, mais également de l'adaptation de notre offre de services. Donc, la première étude qui a été conduite a été en partenariat avec nos collègues de l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes du Québec et il y avait un constat accablant dans la mesure où on tentait là, de déterminer la provenance des légumes surgelés dans les principales institutions publiques hospitalières de la région de Montréal. Et le constat démontrait, notamment pour les oignons et les carottes, que près de 90% des produits provenaient de l'étranger. Dans le cas des carottes, 80% de Pologne et dans le cas des oignons, 90% de Chine. Alors que le Québec est l'un des plus gros producteurs d'oignons en Amérique du Nord et en termes de carottes, on est le plus gros producteur canadien de carottes et de mémoire le 2e en Amérique du Nord. Et là, je vous parlais des institutions hospitalières de la région de Montréal. L'essentiel de la production de carottes et d'oignons au Québec était dans un rayon de 50 km des points d'origine des hôpitaux concernés et des autres institutions là, reliées au milieu de la santé. Donc, les produits pouvaient traverser le 2/3 du monde et être servis dans les hôpitaux là, de la région de Montréal. La deuxième étude qu'on a commandée, et toujours en collaboration, ces études-là, c'était important de le préciser, avec le MAPAC, là, on n'aurait pas pu faire ces études-là sans avoir la contribution du MAPAC, était de voir si on ne pouvait pas, dans quelques régions du Québec, là, en l'occurrence 4 à 5 régions, créer des satellites à la place des producteurs. Ces satellites-là auraient servi pour les producteurs maraîchers, mais pour le secteur horticole et pour l'ensemble des intervenants, de producteurs et de première transformation de l'industrie québécoise de l'horticulture et, dans un certain cas, de l'agriculture primaire. Et cette étude-là a démontré que, contrairement à la place des producteurs où la masse critique permettait un financement public, un financement privé entier, rendre l'opération rentable, en région, au Québec, c'était impossible sans avoir la contribution financière du gouvernement pour la construction, mais également pour aller chercher du volume d'affaires. Alors, ce projet-là de hub alimentaire satellite à la place des producteurs est mort dans l'œuf. C'est un projet qu'on a toujours cher à notre cœur, mais dans les médias, là, il est impossible là, de penser à avoir un modèle d'affaires qui tient la route. La troisième étude a amené directement la place des producteurs à faire un projet pilote qui a cours depuis 2 ans sur un principe de consolidation de commandes et de livraison. Dans le fond, nos clients peuvent maintenant, sur un site transactionnel en ligne ou par un service téléphonique ouvert 18 heures par jour, procéder à une seule commande.
Pour ceux qui connaissent la place des producteurs, habituellement, il fallait faire autant de commandes qu'il y a de locataires et le temps étant compté aujourd'hui, là, ça devenait là, rébarbatif là, pour nos clients. Alors, la possibilité d'offrir un service centralisé de commande devenait une valeur ajoutée dans notre offre de service. Et qui plus est, on mettait également en place un service de livraison. Donc, on se sert de ce projet pilote-là également pour voir quelles sont les commandes qu'on peut livrer à partir de Montréal le plus loin possible au Québec et quelles sont les commandes minimales. Alors, on s'est aperçu qu'on pouvait là, aisément, avec nos partenaires, là, livrer jusque dans la région de Québec et dans la région de l'Estrie, et ça ne prend pas, et à tous les jours, là, et ça ne prend pas des commandes là, faramineuses, là, quelques centaines de dollars, là, puis on est en mesure d'offrir le service. Alors, ces projets pilotes-là ont été très instructifs pour amener dans la prochaine diapo le projet de l'institutionnel public. Alors, essentiellement, on a reçu là, une subvention du MAPAC qui nous a permis là, de nous faire accompagner par la firme MCE Conseil, la même firme d'ailleurs qui a fait les travaux de réflexion pour les hubs satellites, pour réaliser essentiellement là, un projet pilote qui comprend une étude d'opportunité visant la commercialisation de 3 légumes, carottes, oignons, patates, auprès du réseau institutionnel public québécois. Pourquoi ces 3 produits-là? Parce que souvent, dans les constats qu'on faisait dans nos discussions avec les intervenants, les acheteurs de l'institutionnel public, on évoquait, là, et à raison jusqu'à il y a quelques années, qu'un des enjeux, c'était celui de l'approvisionnement 12 mois consécutifs en une seule année civile. Et pour ces 3 produits-là, essentiellement, là, on est en mesure, là, ou tout près d'être en mesure d'assurer un approvisionnement 12 mois par année là, pour soit des produits frais ou des produits là, de première transformation. Alors, bref, le projet pilote qui a commencé il y a 2 mois, là, sauf erreur, a pour but de rapprocher les gestionnaires de services alimentaires du milieu institutionnel public, des producteurs de fruits et légumes, afin de favoriser les échanges puis faciliter la connaissance des besoins et de l'offre disponible. Ce que ça veut dire concrètement, c'est on sait très bien que les approvisionneurs de l'institutionnel public ont souvent des besoins spécifiques ou des détails de techniques très spécifiques pour leur type de produit. Alors, nous, notre objectif, c'est de comprendre quels sont ces besoins-là et comment on peut les combler. Alors, que ce soit en termes de spec technique pour les produits, calibre, première transformation, haché, en cube, ainsi de suite, et aussi en type de format. On a des producteurs maraîchers qui sont propriétaires de leur propre usine de première transformation. Souvent, ces entreprises-là n'ont pas le réflexe d'essayer de pénétrer le service ou le secteur de l'institutionnel public parce que, sincèrement, ils trouvent ça trop compliqué, les appels d'offres, et évidemment, leurs fournisseurs, par exemple, pas leurs fournisseurs, mais leurs partenaires d'affaires, par exemple, les grossistes vont leur dire qu'ils les représentent. Par contre, quand je leur dis, saviez-vous, vous avez une usine de première transformation d'oignons, mais les oignons viennent de 90% de Chine, il y a un marché qui nous échappe. Alors, c'est d'essayer de comprendre ce marché-là. L'autre élément, c'est de développer aussi des alliances stratégiques avec des gens qui ont une expertise que nous, on n'a pas. Je vous cite le cas d'une entreprise que je nommerai pas pour des raisons d'avantage compétitif, mais cette entreprise-là était très présente dans le milieu institutionnel public et au fur et à mesure que des grossistes appartenant à des Américains sont arrivés et que les produits de Chine et de Pologne sont devenus plus populaires sur le marché québécois, mais le volume d'affaires de cette entreprise-là a diminué de manière draconienne. Alors, l'idée avec eux, c'est est-ce qu'on peut établir une alliance stratégique au bénéfice des producteurs québécois et de cette entreprise-là qui est dans la première transformation québécoise et qui voit ses parts de marché diminuer au lieu de croître. Alors, c'est le genre
de partenariats qu'on essaie actuellement d'explorer. Ça l'amène au deuxième bullet de cibler de nouveaux modèles innovants en matière d'approvisionnement qui permettent le regroupement et la consolidation des produits des producteurs maraîchers, puis le développement d'une chaîne logistique permettant d'approvisionner le milieu institutionnel. Si on veut être capable de compétitionner les produits de l'étranger, il faut limiter le nombre d'intermédiaires au Québec. Pourquoi? Parce que, encore là, grâce au subside du MAPAC, on a pu faire l'été dernier une étude sur les coûts de production des produits maraîchers au Québec. Et la réalité, c'est que les normes sociétales et environnementales du Québec étant telles qu'elles le sont, il devient pour nous là, tout à fait, là, de manière tout à fait lucide, impossible dans bien des cas de compétitionner des produits qui arrivent de Chine. Alors, on a cette preuve-là aujourd'hui là, que le produit n'est pas sorti des champs, que déjà on n'est pas en mesure d'être compétitif. Alors, il faut trouver une façon d'améliorer notre compétitivité et de faire en sorte que tout l'écosystème maraîcher du Québec travaille ensemble. Puis ça, je vous dirais, ce n'est pas nécessairement un élément qui a été vécu souvent dans notre secteur d'activité. Le projet pilote de consolidation de commandes là, a demandé là, 1 an de travail en amont pour amener les producteurs à travailler ensemble. Alors, on avait ce travail-là important à faire avant de pouvoir s'en aller et aspirer pouvoir faire un projet pilote solide dans l'institutionnel public. Proposer un nouveau modèle d'affaires innovateur, ce que ça veut dire, ça, c'est essentiellement, on sait que plusieurs de nos partenaires, grossistes, détaillants en alimentation, premiers et seconds transformateurs, surtout les entreprises cotées à la bourse et à la bourse de New York, font face actuellement à un tsunami. Le tsunami, c'est toute la considération maintenant des actionnaires là, envers les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. On demande de plus en plus aux entreprises cotées en bourse de déposer à leurs actionnaires là, un rapport annuel qui leur permet d'apprécier les efforts des entreprises envers là, ces 3 facteurs-là. Alors, nous, évidemment, ce qu'on essaie de faire dans les discussions et dans la collaboration avec nos partenaires stratégiques, c'est de dire tout simplement, regardez, on a un désavantage compétitif qui a été largement démontré avec l'étude sur les coûts de production. Nous, ce qu'on veut, c'est amener ça à notre avantage, c'est-à-dire que les coûts de production, en raison des normes sociales et environnementales, ont un effet bénéfique, c'est-à-dire qu'on est au Québec parmi les pays à travers le monde avec les normes les plus sévères au niveau de l'environnement, au niveau des lois du travail, puis au niveau de la qualité des produits. Alors, mettez ça à l'avant et aidez-nous, dans le fond, à vous aider en préconisant davantage les produits québécois sous réserve, évidemment, là, que vos actionnaires apprécient ces efforts-là. Alors, souvent, la question que j'ai, c'est « Ouais, mais Patrice, mon entreprise ne sera plus compétitive avec les autres qui, elles, vont chercher des produits de l'étranger. » Puis ils ont raison. En attendant que, dans le fond, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance aient atteint une notoriété qui viennent influencer les comportements des acheteurs. Il reste qu'au Canada, il y a un enjeu important que l'ensemble des associations horticoles canadiennes, on a décidé là, de mettre de l'avant, c'est au niveau des règles de l'OMC, donc de l'Organisation mondiale du commerce, c'est d'exiger que le gouvernement du Canada soit, je dirais, plus rigoureux dans l'application des réciprocités des normes. Ce que ça veut dire, là, vulgariser très rapidement, c'est que techniquement, en vertu des règles de commerce mondial, le Canada ne devrait pas autoriser un produit
maraîchers consommés au Canada qui ne voient pas les règles, par exemple, environnementales liées aux pesticides et herbicides être les mêmes que canadiennes. Autrement dit, un produit qui est proscrit ici, herbicide ou herbicide, devrait constituer une barrière à l'entrée pour les produits provenant de l'extérieur. Or, quand je prends le cas des oignons de Chine, il y a énormément de produits chimiques utilisés dans les terres en Chine qui sont interdits ici. Alors, notre position face au gouvernement du Canada, puis face au gouvernement du Québec, si un herbicide ou un pesticide est interdit pour des raisons de santé publique au Canada, il ne devrait pas se retrouver dans les produits qui sont consommés dans les écoles, dans les hôpitaux, ainsi de suite. C'est la logique. Alors, c'est un peu ce qu'on dit à nos partenaires aussi. On a une campagne de sensibilisation et de communication qui a commencé ce mois-ci pour commencer à en faire, je dirais, un élément de réflexion publique, à savoir pourquoi le gouvernement du Canada fait preuve d'autant de permissivité dans l'acceptation de produits qui sont notoirement de pays où, de manière très claire, on n'a pas les mêmes prescriptions agronomiques et les mêmes règles environnementales et de loi du travail. Donc, c'est un peu ça. Essentiellement, l'institutionnel public, c'est de mettre de l'avant dans ce projet pilote-là, les produits québécois, notre capacité à pouvoir, pour les 3 produits dont je parlais tantôt, approvisionner de manière récurrente le marché et approvisionner les clients avec des produits qui respectent les hauts standards québécois liés à l'environnement, aux éléments sociaux et de gouvernance, comme comment on traite les employés sur les fermes. Voilà, c'est un peu en quelques minutes là, l'intervention pour le sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrice. Merci beaucoup pour ta présentation. En fait, pour finir cette ronde de présentation, c'est maintenant mon tour, en fait, de parler du regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec, puis son rôle dans la SNAC. On a perdu beaucoup de temps, je m'excuse, donc je vais devoir faire ça très, très rapidement. Pour la période de questions, peut-être on pourra répondre aux questions par la suite, là, par courriel. Donc, le regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec, comme je disais au départ, là, nous sommes en fait une organisation provinciale qui unit les forces là, de nos 17 membres à travers la province pour favoriser un bon développement du secteur bioalimentaire québécois. Je vais commencer en fait pour parler du regroupement, je vais parler de nos membres. En fait, on est représenté presque dans toutes les régions administratives du Québec. Il y a beaucoup de variétés d'une région à l'autre, mais de façon générale, je dirais que nos membres font la concertation des différents acteurs du monde bioalimentaire pour favoriser justement le développement du secteur bioalimentaire. Il y a du soutien aux entreprises qui est fait. Il y a beaucoup de promotion de leurs produits du terroir, de leurs terroirs régionaux qui est fait. Beaucoup de travail là, pour mettre de l'avant les produits des entreprises bioalimentaires québécoises. Et de notre côté, le regroupement des TCBQ, des tables de concertation bioalimentaire du Québec, eh bien, on porte la voix de nos membres, on favorise la concertation entre nos membres, les synergies, le co-développement, le partage de bonnes pratiques entre nos membres. Et on les appuie dans leur mission et dans la valorisation des produits du terroir. On porte aussi des projets comme les petits ambassadeurs, le défi Je mange local, donc des projets provinciaux qui favorisent vraiment un démaillage puis la valorisation des produits québécois. Donc, dans la SNAC, on a 3 objectifs très précis. Donc, favoriser une meilleure concertation entre les différents acteurs impliqués dans l'institutionnel, démystifier et rapprocher l'offre des entreprises bioalimentaires à la demande des institutions et finalement, accompagner directement des entreprises bioalimentaires dans leur processus vers le marché. Au provincial, on lance très, très, très bientôt une boîte à outils institutionnelle des entreprises
malheureusement, je ne peux pas vous donner beaucoup de détails là-dessus parce qu'on va la lancer au prochain forum, le forum là, sur l'achat local dans les institutions publiques du MAPAC. Donc, je vous survole très, très, très rapidement. C'est une boîte à outils qui va être disponible sur notre site Internet, le tcbq.org. Un site Internet qui est complètement revu bientôt. Il va être tout beau, tout frais. Donc, je vous soyez à l'affût de tout ça. Ce qu'il va y avoir dans cette boîte à outils-là, c'est des capsules vidéo pour vous informer sur les bases du marché institutionnel. Il va y avoir les enregistrements des midi snacks et il va y avoir un calendrier d'événements HRI. Donc, si vous êtes une entreprise et que vous voulez vous faire connaître par le milieu, quels sont les événements à ne pas manquer, où est-ce que vous devez être, eh bien, ça va tout être répertorié dans ce calendrier-là. Les webinaires Midi Snack, donc aujourd'hui, c'était notre premier webinaire. C'est le premier et pas le dernier. En fait, il va en avoir un par mois. Ça va être des webinaires de 1 heure plutôt que 1h30. On va aborder plusieurs sujets, là, donc l'approvisionnement institutionnel dans le réseau de l'éducation, dans le réseau de la santé. On va parler de l'enjeu de la distribution alimentaire, les codes barres et l'accès au marché. On va parler des fameux appels d'offres des marchés publics et finalement là, du répertoire d'aliments québécois. Donc, soyez présents. Là, il va y avoir beaucoup d'informations qui pourront vous aider à percer ce marché-là. Donc, d'autres actions qu'on fait aussi à l'interne, c'est vraiment notre comité institutionnel où là, on partage encore les bonnes pratiques là, pour aider à ce que dans les régions, il y ait de plus en plus d'actions porteuses qui puissent se faire. Et parlant des régions, comme je disais, là, on a 17 membres à travers la province. On est vraiment, je pense que nos membres, les tables de concertation bioalimentaire du Québec, ont une position privilégiée là, de par leur rôle de concertation, de par leur soutien aux entreprises. Donc, en mars dernier, on a voulu donner du pouvoir finalement à nos membres, là, du pouvoir d'action. Donc, on a fait un appel à projet qui était dirigé directement à nos membres pour qu'ils nous soumettent des projets qui visent deux objectifs principaux. Donc, premier, de démystifier et de rapprocher l'offre bioalimentaire et à la demande des institutions et finalement d'accompagner directement des entreprises. Cet appel de projet-là a donné vraiment beaucoup de résultats. Je suis en ce moment en train de ramasser là, toutes ces informations-là. Ça va être présenté sous peu. Mais vraiment, on a des projets, là, dans le fond, dans 8 régions différentes, 9 projets au total, vraiment aux 4 coins de la province. Là. On part de la Gaspésie, à Montréal, on part de l'Estrie, on va en Outaouais, donc on couvre vraiment toute la province avec ces projets-là. Le type de projet qu'il y a, je vous dirais que dans ces 9 projets-là, il y a 3 types de projets si on regarde des tendances. Là. Donc, premièrement, des événements de maillage, donc un salon HRI qui a déjà eu lieu le 2 mai dernier en Estrie. Un colloque au Saguenay, donc à Alma, qui s'en vient et que je vous conseille fortement là, de regarder, peut-être d'y participer même. Il va y avoir beaucoup d'informations, beaucoup de conférences dans ce colloque-là. Donc, le colloque de la commercialisation institutionnelle dans le réseau de la santé le 21 septembre prochain. On a des membres qui ont choisi d'étudier leur territoire, d'étudier les enjeux d'accès au marché institutionnel, d'étudier, de faire des maillages entre l'offre et la demande pour vraiment favoriser là, sur leur territoire là, qu'on ait un meilleur accès et tout. Faire des portraits de l'offre institutionnelle, par exemple. Et finalement, il y a dans certaines régions où on a décidé carrément de faire un accompagnement direct des entreprises qui ont mené là, justement à des transactions concrètes finalement avec une institution. Entre une institution et une entreprise. Donc, vraiment, on a des actions là, qui portent et qu'on est vraiment fiers d'avoir, que nos membres aient mis sur pied. On est tellement satisfait des résultats finalement qu'on fait un deuxième appel à projet qui s'adresse à nos membres, donc les tables de concertation. Pour leur donner encore là, justement le pouvoir de leurs actions pour les prochains 6 mois qui viennent. Donc, voilà. Je prévoyais une période de questions, mais je vous doutez bien qu'on n'aura pas le temps. Donc, je vais demander à nos présentateurs là, de répondre. Il y a des questions très pertinentes qui ont été posées dans le Q&R. Donc, on va s'assurer de les répondre, de mettre ça dans Oui, Pierre, on a une question. Oui, très rapidement. Oui. Puis je tiens à tous vous féliciter. C'était des plus intéressants. Vous m'avez fait revivre une ancienne vie que j'ai partagée en tant que gestionnaire d'un groupement d'achat alimentaire pendant plusieurs années. Mais j'aimerais savoir, maintenant, étant conseiller aux entreprises à la MRC de Deux-Montagnes, je sais que vous avez des tables de concertation. J'ai déjà hâte à votre prochaine présentation et tout ça. Y aurait-il matière à pouvoir
intervenir ou avoir des échanges à tout le moins de façon plus micro-marché pour faciliter justement l'implantation de nos produits locaux là, à même nos régions là, et d'être capable d'amener des alternatives et des pistes de solutions, tout comme M. Bourgoin a mentionné tantôt. Je trouverais ça très pertinent et très intéressant à la fois. Oui, M. Richard, je suis vraiment contente que vous posiez la question. On a ces réflexions-là en ce moment au regroupement. Je vois l'heure qui avance. Là, je veux respecter tous nos participants, nos présentateurs. Donc, on va avancer là, avec le webinaire. Mais contactez-moi. Je vous invite à me contacter. Andréane Rouleau, là, je pourrais même vous contacter. J'ai votre courriel. On pourra amorcer la discussion. Donc, pour terminer, là, je veux juste vous remercier tous pour votre participation. Merci énormément là, aux présentateurs, présentatrices qui ont pris le temps là, de venir présenter pour ce webinaire-là. C'est très, très apprécié. L'enregistrement du webinaire va être disponible à 2 endroits. Donc, premièrement, sur notre page, notre site Internet, le tcbq.org, et sur notre page YouTube, le youtube.com/regroupement de TCBQ. Je vais vous envoyer par courriel un formulaire d'appréciation. J'aimerais vraiment beaucoup que vous le remplissiez. Ça va vraiment nous aider, nous, à nous améliorer là, dans notre démarche de webinaire et tout. Et finalement, ne manquez pas notre prochain webinaire le 1er septembre prochain de midi à 13h. Cette fois-ci, on va s'attarder aux pratiques d'approvisionnement dans le milieu scolaire. On va vraiment essayer de trouver là, des portes d'entrée, voir comment ça fonctionne l'approvisionnement dans ce marché-là. Donc, soyez des nôtres. Merci beaucoup pour votre présentation et à la prochaine.